Bonjour Raphaël Enthoven. Bonjour. Nous sommes ici pour un entretien sur la liberté et ses limites. On va discuter dans un premier temps de liberté et dans un deuxième temps de votre livre, le dernier qui est sorti, Krasnaïa, une belle couleur rouge, qui est une satire politique qui fait appel aux animaux pour parler de politique actuelle et même de notre société en général. Mais commençons par la liberté. Dans un premier temps, quelle est votre définition, si on vous la demande, de la liberté? J'en ai deux. J'en ai deux qui sont, à mon avis, inséparables et pourtant différentes en nature. C'est-à-dire qu'il y a la liberté, la vôtre, la mienne, telle qu'elle est, la liberté en situation, si vous voulez. C'est-à-dire celle qui s'arrête là où commence celle de l'autre. Celle qui fait que je ne vais pas vous marcher sur les pieds, que vous n'allez pas me marcher sur les pieds, qu'on ne va pas se bagarrer. C'est-à-dire celle qui est fonction aussi de l'espace dont on dispose, où on est capable de se rendre. Donc, la liberté dont les limitations sont des conditions de l'exercice dans un espace collectif. Donc la liberté qui s'arrête là où commence celle de l'autre. Et puis il y a la liberté qui commence là où commence celle de l'autre, c'est-à-dire la liberté contagieuse de celui qui ne s'interdit rien, je parle d'idées ici, c'est-à-dire l'intime liberté. Foucault avait une belle expression, il parlait de liberté intransitive, c'est-à-dire une liberté sans complément d'objet. L'intimité de la liberté de nos pensées, par exemple. Pour vous donner un exemple, vous lisez l'éthique de Spinoza, vous avez quantité de passages qui vous renseignent sur la façon de vivre en société, sur les limites que vous devez vous donner pour vivre en société. Mais l'expérience que vous pouvez faire vous-même en lisant l'éthique de Spinoza est proprement illimitée. Quand vous parlez de Camus, vous envisagez Camus, Camus décrit une société sociale libérale à peu près, où la liberté de chacun s'arrête là où commence celle de l'autre, etc. Mais quand il parle d'amour, immédiatement on retrouve l'infini dans le fini et l'expérience de l'illimité. Donc il y a deux niveaux de liberté, deux lieux de liberté, qui sont la liberté extime, la liberté intime. Et évidemment, l'intime liberté est le pire ennemi des tyrannies, qui apparemment s'en prennent à la liberté extime et qui, en réalité, au bout d'un moment, façonnent le cerveau. C'est à cette liberté-là qu'ils s'en prennent. À la fin de 1984, pour le dire simplement, l'enjeu n'est pas de contraindre les mouvements de Winston Smith, ça c'est déjà fait, mais c'est de faire en sorte qu'il aime son propre bourreau. Et c'est à cette liberté-là que Big Brother s'en prend à ce moment-là, et c'est là que le livre devient terrifiant. Et cette deuxième liberté dont vous parlez, elle s'acquiert forcément, elle n'est pas innée. Donc c'est-à-dire que les êtres humains, ils doivent l'apprendre. Quel est le chemin pour y arriver? C'est-à-dire que nous en sommes à la fois nous en sommes à la fois de cette seconde liberté. Nous sommes à la fois les dépositaires absolus, puisque chaque individu porte en lui comme le secret, la mélodie ininterrompue de sa vie intérieure, comme dirait Bergson. Nous sommes les dépositaires d'une liberté absolue, l'infini dans le fini, et dans le même temps, rien ne s'éduque davantage, rien ne s'apprend davantage, rien ne se travaille autant que la liberté qu'on éprouve quand soudain, dans le silence de la nuit, alors qu'on est un enfant, on se pose des questions qu'on croit qu'on est seul à se poser. On entre en philo le jour où on découvre dans des textes que des gens se sont posés les questions qu'on croyait être seuls à se poser. C'est-à-dire que cette liberté-là, l'expérience qu'on en fait est première, mais reçoit ensuite le soutien, la compréhension, la mansuétude, la bienveillance de ce qu'on a appelé la philosophie. Et donc cette liberté, est-ce qu'elle est mise en danger aujourd'hui ou est-ce que vous avez l'impression que les citoyens sont aptes à exercer leur liberté intérieure? Elle est très intérieure? précisément mise en danger aujourd'hui. C'est très précisément là, c'est elle qui est mise en danger. Prenons un exemple. Par exemple, Mila. Mila est donc la jeune fille qui vit comme une recluse depuis plus de 2 ans et demi maintenant, sous protection policière, sans avoir commis le moindre crime, le moindre délit. Elle a juste commis un blasphème, ce qui n'est pas un délit en droit français. Il n'y a pas de délit d'offense, donc elle n'a rien fait de mal, exactement rien fait de mal, mais elle a reçu des centaines de milliers de menaces de mort et ça continue encore et elle vit sous protection policière. La loi garantit le droit de Mila de dire ce qu'elle a dit. Et le droit punit, enfin la justice sanctionne, punit régulièrement 20 trolls, 30 trolls qui lui ont souhaité de mourir ou d'être violés ou dépecés, ou etc. Bon, sous pseudo. Mais 30 sur 100 000 ou sur 200 000, c'est rien. Ce que je veux dire, c'est que une chose est que la loi nous protège, tout autre est que les citoyens nous protègent eux-mêmes. C'est-à-dire que
dans un système où la loi ne punit que le millième des gens qui vous agressent parce qu'on n'a pas la possibilité de faire plus, dans un système où la liberté n'est protégée que de cette façon-là, si elle n'est pas endossée ensuite par l'ensemble des citoyens qui comprennent qu'elle exerce là une liberté fondamentale et qui défendent les provocateurs au lieu de considérer qu'ils jettent de l'huile sur le feu, on est mort. La tentation de l'autocensure, c'est-à-dire le désir qu'on peut bien comprendre chez un prof, par exemple, de ne pas aborder certaines questions, ou bien le désir qu'on peut bien entendre chez un dessinateur de ne pas évoquer certains sujets, l'envie de ne pas avoir d'emmerde, tout simplement, l'envie de ne pas avoir d'ennui, ce sentiment-là, ce désir-là, qui est bien compréhensible, est profondément mortifère. C'est un poison redoutable. On peut toujours agir contre une liberté qui est menacée par une instance extérieure. On ne peut rien faire contre celui qui, ne voulant pas d'emmerde, se prive librement de sa propre liberté. Et vous avez l'impression que typiquement en France, c'est désormais on vit sous le régime de l'autocensure. C'est l'ennemi absolu. C'est l'ennemi absolu. De même qu'il y a des cellules dormantes, si vous voulez, et que les gens ne reçoivent pas l'ordre de passer à l'acte quand ils tuent. Aujourd'hui, les gens ne reçoivent aucun ordre ou aucune recommandation de prudence pour se conduire en eux-mêmes comme des tortues, c'est-à-dire pratiquer l'autocensure. C'est là que la liberté est réduite. La liberté n'est pas réduite quand quelqu'un s'en prend à elle, elle est réduite quand tout le monde ne veut pas que ça lui arrive. À ce moment-là, la liberté est réduite, les provocateurs sont mal vus, et on assiste à ce spectacle extraordinaire où des gens qui refusent de faire usage de leur liberté font la morale à ceux qui se sont contentés de le faire dans les limites de la loi. C'est-à-dire, c'est le fameux « jeter de l'huile sur le feu » qui est une expression monstrueuse. Qu'on entend quand un nouveau dessin de presse sort. Oui, bien sûr. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a un dessin un peu offensif, on dit « jette de l'huile sur le feu » et on oublie que le problème, c'est le feu, pas l'huile. Que vous jetiez de l'huile sur un feu qui existe, c'est une chose. Le problème, c'est le feu. Ce qu'il faut combattre, c'est le feu. Et on ne combat pas le feu quand on s'en prend aux gens qui jettent de l'huile dessus. Et quelles sont du coup les armes pour sortir de cette situation, d'avoir une société avec moins de tabous? Non, le courage tout simplement. Le courage, la persévérance. La persévérance est normative. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison de ne pas aborder des sujets qui fâchent. Voilà. Il y a aucune... En fait, raison gardée. Raison garder, vous savez, c'est une expression très ambivalente. On peut l'employer au sens où, ouh là là, on va raison garder, genre vous dînez à table, vous ne parlez pas du docteur Raoult. Parce que vous allez raison garder, parce que vous ne voulez pas que les gens s'engueulent ou s'entretuent à table. Il y a 100 ans, c'était l'affaire Dreyfus. On va raison garder, on va mettre sous le tapis les sujets qui fâchent. Raison garder, ça peut vouloir dire à l'inverse. Se faire le gardien de la raison, c'est-à-dire considérer que rationnellement, il n'y a pas un sujet qui ne mérite d'être posé sur la table et d'être examiné en raison par des gens qui font preuve de raisonnement et d'argumentation. Et c'est cette deuxième position qui me paraît la seule recevable dans un univers où la plupart des gens choisissent de raison garder au sens où ils ne veulent pas de prendre de risques. Encore une fois, la liberté n'est pas tant menacée par ceux qui la détestent que par ceux qui ne l'aiment pas assez. Ou qui l'abandonnent, effectivement. Ou qui ne veulent pas mourir. Et ça se comprend, ça. Et est-ce qu'on peut différencier, quand on parle de liberté d'expression, la parole d'un passage à l'acte, par exemple? Oui, c'est-à-dire que non seulement on peut, mais c'est même très important de le faire. Prenez un attentat raciste. Tiens, un attentat raciste qui... Christchurch, un attentat épouvantable, un crime monstrueux. Le passage à l'acte est-il déterminé par la lecture de Renaud Camus? Peut-être. Mais... Peut-être pour rappeler le contexte, c'était une attaque en Australie, je crois. Tout à fait. D'un Australien qui avait peur du grand remplacement en Australie. Voilà, et qui se basait sur ayant peur du grand remplacement, a décidé de passer à l'acte et de tuer tout ce qui bouge. Alors je ne sais plus combien il a fait de morts, mais c'est épouvantable. Comment dire? Il est à la fois juste de considérer que des écrits, des textes, des prises de position, surtout des prises de position publiques, nantissent l'assassin d'un alibi. De la même manière que le discours conciliant avec l'islamisme ou le discours du pas jeter de l'huile sur le feu ou le discours de halte à la provocation est un discours qui donne au tueur de rédaction de Charlie Hebdo, comment dire, les arguments dont il avait peut-être besoin, dont la décision de tuer avait peut-être besoin. Il existe une culture du meurtre, comme il existe une culture du viol, comme il existe une facilitation par le langage du passage à l'acte. Et il serait irresponsable de ne pas examiner ce terrain. Mais ça ne veut pas dire, qu'il faille interdire les livres en question,
que les auteurs eux-mêmes aient tenu les armes. Renaud Camus n'est pas plus responsable d'un attentat raciste que Oliver Stone n'était responsable par tueur né de tel ou tel crime en série, si vous voulez. La responsabilité reste le propre de celui qui passe à l'acte. Et une chose est de saisir les déterminations qui poussent à ça ou qui valident en quelqu'un le désir de le faire. Tout autre est d'imputer la responsabilité d'un tel crime à celui dont le discours a servi d'alibi à l'assassin. Non, le responsable, c'est d'abord l'assassin. Il y a là un principe de responsabilité qui me paraît essentiel, en fait. Et donc, en amont, si on fait la différence entre la personne qui écrit et celle qui s'appuie sur ses écrits ou qui est armée, finalement, par ses écrits pour passer à l'acte, Ouais. est-ce qu'il y a une limite à l'expression? Est-ce qu'il y a des idées qui ne devraient pas pouvoir être publiées? Non, la limite n'est pas morale. La liberté d'expression fonctionne comme la liberté de mouvement. Ma liberté de mouvement s'arrête au droit que je me donnerai de vous bousculer, par exemple. Ceci n'est pas de la liberté. Ceci n'est pas de la liberté, c'est sanctionnable, c'est répréhensible, ça ne se fait pas, c'est un comportement, voilà. La liberté d'expression, les injures étant l'équivalent des coups, subit ou vit, à mon avis, sous le régime de la même limitation. C'est-à-dire que la seule limite, en vérité, à la liberté d'expression, c'est ce dont l'expression elle-même serait liberticide. C'est-à-dire c'est l'expression d'opinions qui, en elles-mêmes, sont une œuvre de censure, tout simplement. Donc, à partir de là, c'est assez simple. Est-ce que, pour le dire simplement, est-on plus libre dans un monde où on a le droit de crier « mort aux Juifs » ou « mort aux Arabes » dans la rue, que dans un monde où on n'a pas le droit de le faire? A priori, oui, on est plus libre parce que ça nous fait un droit supplémentaire. En réalité, non, parce que la possibilité, bien exploitée par ceux qui en ont envie d'ailleurs, de dire ces choses-là dans la rue, est en elle-même une restriction collective de liberté. Donc, même dans une simple logique utilitariste, la maximisation de la liberté suppose la limitation de la liberté. On est plus libre dans un monde où on n'a pas toutes les libertés que dans un monde où on les aurait toutes et où elles finiraient par se manger entre elles. Mais est-ce que, quand on parle d'injure, est-ce que ce n'est pas toujours aussi une question de perception? Parce qu'un propos peut être pour soi, pas une injure, mais perçu comme tel par la personne. C'est toute la grande discussion moderne sur les choses qui nous offensent ou qui nous blessent. Oui, bien sûr, mais c'est un sujet fondamental. Il y a une grande différence entre dire sale juif ou sale arabe à quelqu'un et le fait de dire je ne crois pas en Dieu ou bien je lui mets un doigt dans le cul. La grande différence, c'est que celui à qui on dit sale juif, il existe vraiment. L'autre, on n'en sait rien. Et à ce titre, on peut faire une différence entre d'un côté l'injure, l'insulte, l'humiliation, le racisme, et de l'autre le blasphème, qui n'a rien à voir, qui est un autre monde. C'est-à-dire que le vrai risque, c'est l'indexation du blasphème sur le racisme, comme c'est le cas dans le droit suisse d'ailleurs. Le droit suisse réprime le blasphème autant que le racisme. Au-delà de ça, il y a une question qui est redoutable, qui est de savoir ce que la loi doit réprimer. Est-ce que la loi réprime ce qui humilie ou est-ce qu'elle réprime ce qui choque? Est-ce qu'elle sanctionne ce qui humilie ou est-ce qu'elle sanctionne ce qui choque? Une loi qui sanctionne ce qui humilie est une loi qui punit l'antisémitisme, qui punit l'expression du racisme, etc. Une loi qui sanctionne ce qui choque est une loi qui peut alternativement punir un partisan de l'IVG ou un adversaire de l'IVG selon votre propre tendance. Si vous êtes choqué par les propos d'un partisan de l'IVG, le problème, si vous voulez, de ce primat accordé à l'offense ou au sentiment de l'offense de la part de ceux qui sont concernés, c'est que jamais en République, la loi ne peut exaucer le désir qu'ils ont de réparation. Ce désir-là en passerait par une extension du domaine de la sanction à des opinions qui, en elles-mêmes, n'ont rien de répréhensible et à une universalisation de la sanction ou une prolifération de la sanction qui rendrait tout échange impossible. Le simple fait, quand on se promène au Wokistan, de s'apercevoir qu'en 2 secondes, on se fait traiter de raciste, même quand on fait attention et quand on marche sur des œufs, montre bien qu'il n'y a pas de société possible dans un univers où à la seconde où quelqu'un est choqué, il considère que l'émetteur du geste choquant est immanquablement coupable. C'est le contraire de la loi, c'est le contraire de la République, c'est le contraire aussi de la présomption d'innocence. C'est intéressant parce que moi je me pose la question, si par exemple si on me dit ah, tu es un sale Suisse, est-ce que ça devrait être interdit? Parce que j'ai l'impression que si on dit à quelqu'un sale arabe, on est juste quelqu'un de mal éduqué, est-ce qu'il faut vraiment le réprimer par la loi? Techniquement, je crois que ça tombe sous le coup de la loi. Ça a été puni, il y a une jurisprudence pour ça. Moi, ça me paraît, loi... si vous voulez, ça me paraît pas choquant dans la mesure où
Est-ce que ça appartient pas à la civilisation de gérer ça, entre guillemets, entre deux individus? Si je vous trouve mal poli, je ne vous parle plus. Est-ce que c'est vraiment à la loi, donc à l'État de s'immiscer dans cette relation? Alors, toute la question est de savoir ce qu'il en est d'une société où l'État ne se soucie pas de cela. Et en somme, le risque porte, si vous voulez, la lisière. Mais ça, c'est vraiment un sujet de discussion et qui peut même varier selon les latitudes. Mais la frontière, la lisière, elle se fait entre ce que vous pouvez dire, comment dire, entre ce qu'il est coûteux de laisser dire et ce qu'il ne coûte rien d'entendre. Et entre surtout l'expression de votre liberté, le droit que vous avez de dire ce que vous voulez, et la loi du plus fort, la défense de la loi du plus fort. Si quelqu'un vous dit, sale Suisse, qu'il est plus nombreux que vous, et qu'il a sorti son insulte de quelque chose de menaçant, il ne pourra, dans un système où la loi ne s'en occupe pas, il pourra revendiquer le droit d'avoir usé de sa liberté à ce moment-là. Or, ça n'est pas de sa liberté qu'il use, c'est de sa force. Ce que je veux dire, c'est comme au moment du masque. Les gens qui disaient « ma liberté est de ne pas porter le masque » sont des gens dont la définition de la liberté n'incluait pas la restriction de la liberté, c'est-à-dire l'idée qu'elle s'arrête là où commence celle de l'autre. Ne pas porter de masque en période de pandémie, c'est s'en prendre à la liberté des autres et en particulier la liberté des plus faibles. C'est pas la liberté, c'est la loi du plus fort. C'est ça que je veux dire, c'est que la frontière est là. C'est ça qui est compliqué. C'est à la seconde où on bascule dans la loi du plus fort au nom de la liberté, paradoxalement, il me semble qu'on perd en liberté. Voilà. Et que pour cette raison, et ça c'est un fait démocratique, une liberté sans adversaire, une liberté sans contrepoint, une liberté sans opposition, et parfois même une liberté sans ennemi, est une liberté en danger. D'accord, donc ça veut dire que le nombre a un impact finalement sur ce qui est permis ou pas d'être exprimé. Si c'est la loi du plus fort qui compte. Non, parce qu'il n'y a pas besoin d'être le plus nombreux pour être le plus fort. Et puis, vous ne pouvez pas, comment dire, tempérer la sanction selon la situation où vous vous trouvez. Enfin, sale juif, ça reste une insulte. Que vous soyez 1, 10, 50, que vous soyez 100 gilets jaunes sur Finkielkraut ou que vous croisiez quelqu'un que vous ne connaissez pas dans la rue. Pas... Oui, mais donc la question, par exemple, si on est en France et que les Français sont majoritaires, si on dit à quelqu'un sale français, c'est pas une insulte, du coup ou... C'est une insulte. Pour moi, c'est une insulte. Ça relève du racisme. À mes yeux, oui. Ça relève. Si vous voulez, il n'y a aucune différence. C'est aussi la raison pour laquelle les arguties en faveur du sentiment que le racisme anti-blanc n'est pas possible, c'est-à-dire l'indexation du racisme sur l'histoire du racisme, la réduction du racisme à l'histoire du racisme, l'interdiction faite au racisme d'évoluer aujourd'hui et de basculer aussi en haine de la blanchité, comme on dit, cette espèce de blanc-seing qui est accordé à la détestation de la blanchité, c'est-à-dire l'impossibilité dans laquelle on se trouve de penser, de penser un racisme émergent par l'ombre portée de l'histoire du racisme tel qu'il a été jusqu'à présent, cette impossibilité-là, enfin cette difficulté-là est un enjeu démocratique, oui. Donc il n'y a pas de différence à faire dans les détestations de ce point de vue. Mais est-ce qu'on pourrait dire que le fait d'avoir avec le temps interdit de plus en plus de choses qui étaient humiliantes fait qu'aujourd'hui la volonté d'interdire des offenses, est-ce que la première étape n'a pas entraîné la deuxième? Mais à quoi pensez-vous? Quelle chose humiliante avons-nous interdit à travers le temps? Disons qu'on n'a plus le droit de dire sale juif en France, par exemple, ce serait interdit. Ça n'a rien à voir, ça. Enfin, oui, on a interdit ça, oui. Et donc, est-ce que la première étape d'avoir interdit sale juif, ça n'entraîne pas aujourd'hui qu'on a des débats sur le fait d'avoir le droit de dire que, je sais pas, telle et telle communauté se comporte mal? Non, parce qu'il n'y a aucune continuité entre la loi qui sanctionne une agression et la loi qui sanctionne une offense. C'est pas le même monde, en fait. C'est pas le même univers. Est-ce que la frontière est si claire? La frontière est très claire. La frontière est très claire. Mila ne transgresse aucune loi. C'est assez simple. Mila, il est aisé de le dire. Elle ne transgresse aucune loi. Elle n'est pas raciste. À l'instant où elle dit ces propos-là ne sont pas justiciables de racisme. C'est très facile de le dire. C'est très facile. Robert Forisson a transgressé des lois. Alain Soral a transgressé des lois. Il y a une vraie différence entre les deux. La liberté d'expression est essentielle dans le cas de l'une, parce que, en aucune manière, elle ne pratique un appel à la haine et donc elle ne se conduit elle-même en censeur.
Mais la préservation de la liberté d'expression suppose aussi qu'on fasse souvent passer Soral devant le tribunal, à mon avis. Mais donc la grande différence, c'est finalement la loi. Et la loi, ça peut bouger. Imaginons que la majorité du Parlement en France soit désormais plutôt wokiste. Elle pourrait interdire la même chose. Et du coup, le critère serait... Enfin, la loi est... J'ai l'impression que c'est un critère qui peut évoluer en fonction de l'esprit du temps. Oui, on peut pas... il me paraît difficile. C'est pas juste une question de majorité parlementaire. Parce que la majorité est une chose, la Constitution en est une autre. Et nous vivons en République. Quels que soient les députés que nous avons pendant 5 ans, nous vivons en République. Les institutions de la République ont un sens. On ne fait pas de loi ad hominem. On ne fait pas de loi selon la couleur de la peau. On ne spécifie pas les privilèges selon les conditions présumées ou selon l'histoire des ancêtres. On ne punit pas l'offense. Un monde où tout cela arriverait est un monde qui... c'est très exactement la fin de la République. Donc, pourquoi pas, mais on changerait de monde. De façon générale, dans l'histoire, il n'y a jamais eu de démocratie qui accorde un droit et qui le retire ensuite, sans changer de régime. Ça n'a jamais existé. On n'a jamais vu une démocratie accorder une liberté et revenir dessus ensuite tout en restant une démocratie. C'est pas possible. Parce qu'il y a un effet de cliquet. Quand vous accordez une liberté, les gens à qui vous la retirez ensuite auront l'impression que vous les amputez de quelque chose. Donc c'est impensable en fait. C'est impensable à l'intérieur même d'une démocratie. Donc je ne vois pas ceci arriver, moi. Très bien. Et dans le cadre de l'autocensure qu'on a abordé avant, oui. la forme peut-être moderne, on a un exemple très récent avec Salman Rushdie. Oui. Son agression a fait remonter les propos dans le passé. Jacques Chirac avait par exemple existé que Salman Rushdie se faisait de l'argent en offensant les gens. Donc c'est-à-dire que c'est finalement un propos qui est récurrent et on entend de nouveau la même chose aujourd'hui. Alors bon, Jacques Chirac est un cas particulier. C'est l'homme le plus lâche de la Ve République. C'est-à-dire il est historiquement pleutre. Sa formule préférée, c'était « ne touchez pas !» Alors, ne touchez pas à la CGT, ne touchez pas à le patronat, ne touchez pas à ci, ne touchez pas à ça. C'était un homme qui ne voulait toucher à rien, en réalité, et qui, au moment de la publication des caricatures du prophète par Charlie Hebdo, a eu il est le père de l'expression « la liberté d'expression, c'est important, mais le respect aussi », ce qui est une phrase monstrueuse. Jacques Chirac est également celui qui, évidemment, quand Rushdie sort son livre, il est maire de Paris, il veut se faire bien voir de tout le monde, il dit « mais moi, j'aime pas qu'on dise du mal des religions ». Il n'a pas lu le livre, évidemment, il n'aime pas qu'on dise du mal des religions, et il trouve que ce type est un fumiste qui se fait de l'argent sur la haine des autres. Il n'y a pas que Jacques Chirac qui a dit ça. John le Carré avait dit la même chose. Roald Dahl, ça m'a brisé le cœur. Roald Dahl a dit la même chose. Il trouve que il a le droit de faire ce qu'il fait, dit-il, mais c'est une façon très miteuse de se mettre en tête des ventes. Est-ce que c'était de la jalousie ou vous avez l'impression... Non, c'était pas de la jalousie. Je crois que c'est le porte-parole de la bassesse en fait. C'est pas de la jalousie. C'est qu'il n'y a pas plus donneur de leçons qu'un lâche. Depuis toujours. Quand Ismène discute avec Antigone de la question de savoir s'il faut ou non enterrer son frère mort, rendre les hommages funéraires à son frère mort alors qu'elle va être murée vivante si elle le fait, Ismène fait la morale à Antigone. La lâcheté fait la morale au courage. Ça a toujours été comme ça. La lâcheté est moralisatrice. Dans le cas de Rushdie, il y a eu les gens qui ne l'ont pas protégé dans les années 80, il y a les gens qui ne l'ont jamais protégé ou qui s'en foutent. Et puis il y a les gens qui, après l'agression de Rushdie, il y a eu 2 types de comportements d'une certaine manière irrésistibles. Le premier consistait à être prudent, c'est-à-dire à ne pas prononcer le mot islamisme, à ne pas vexer les uns les autres, à ne pas prendre de risques, donc à défendre par exemple la liberté de création, à lever un poing tout mou pour défendre la liberté de création. Et puis il y a ceux qui carrément ont osé ne rien dire. Et ça me fascine. Jean-Luc Mélenchon, Jean Castex, bon il est à la retraite peut-être, mais David Guiraud, qui est dans sa circonscription à Roubaix, ce serait un suicide politique s'il disait du bien de Rushdie. Mais enfin quand même, ce sont des gens qui doivent vivre avec... Ce sont des représentants politiques qui doivent vivre avec l'idée que quand un écrivain condamné à mort est agressé, ils n'ont pas réagi, tout ça pour plaire à une fraction de leur électorat. Je veux dire, il faut se regarder dans une glace quand on fonctionne comme ça. Il faut continuer à vivre quand on a fait ça. Je trouve que ces gens-là sont plus dangereux que les agresseurs de Rushdie. Parce que les agresseurs de Rushdie ne sont pas nombreux, les tarés qui vont essayer de tuer un écrivain. Finalement,
Bah, il y en a, mais en revanche, les innombrables qui disent on va parler d'autre chose. Les gens qui regardent ailleurs. Les gens qui ne disent rien à ce moment-là. Les gens qui croient que ne pas s'engager, c'est ne pas s'engager. Ça me fascine. Je n'ai pas assez d'une vie pour leur taper dessus. Et donc l'absence de prise de parole publique est finalement beaucoup plus violente et audible que quelqu'un qui simplement agit. C'est-à-dire qu'en particulier, quand l'absence de prise de parole publique témoigne du désir de ne pas se faire entendre. C'est-à-dire qu'en particulier, se taire est une chose, mais vouloir que son silence ne soit pas entendu en est une autre. Ils étaient comme des cancres au fond de la classe. Ils ne voulaient pas qu'on les voie ne rien dire. Ils espéraient que l'absence de réaction fût noyée dans le flot de l'indignation générale. C'est la responsabilité de ces gens-là est considérable. C'est l'avant-garde de la servitude volontaire. C'est ceux ils se seraient empressés de donner les Sudètes. Ils ne seraient même pas allés à Munich. C'est l'avant-garde de la servitude volontaire. C'est le pire de la politique. Voilà. C'est le véritable ennemi. Hein. C'est le vrai ennemi. Le vrai ennemi, le vrai problème, c'est la lâcheté. C'est cette façon, comment dire, ce sont les élus qui freinent des cas de fer quand il faut rendre hommage à Samuel Paty pour des raisons de procédure. Le véritable ennemi, le véritable adversaire, il est là. Il est là. Il n'est pas du côté de celui qui déteste, il est du côté de celui qui a peur. Et est-ce que c'est dans l'esprit du temps? Parce qu'un Jean-Luc Mélenchon, peut-être il y a 10 ou 15 ans, il était à l'avant-garde du combat de la laïcité. Il voulait que les religions ne soient pas forcément respectées. Qu'est-ce qui a changé en 10 ans? Est-ce que c'est du calcul politique? Est-ce que c'est Non, mais un dans le discours cas de plus général? Mélenchon, d'abord, je trouve il y a un tel effet miroir ou un tel contrepoint entre Mélenchon aujourd'hui et Mélenchon avant. Il est devenu Francis Lalanne, donc on se dit il a été Clémenceau, mais c'est pas vrai. Il était ami avec les non, mais il faut arrêter avec hein. le mythe de Mélenchon archi-républicain. C'était pas Chevènement, Mélenchon. C'était pas non plus un archi-républicain. Il a toujours été suffisamment marxiste pour considérer que la loi devait pas être la même pour tous et que d'une certaine manière, l'État était le bras armé, d'ailleurs encore aujourd'hui il le dit, l'État est le bras armé de l'institutionnalisation de l'inégalité. On n'est pas républicain quand on pense une sottise pareille, et en République. Et donc Jean-Luc Mélenchon a toujours été dire, allez, 50% républicain, 50% révolutionnaire. Mais 50% républicains, ça c'est sûr. En revanche, qu'il n'ait été qu'à moitié républicain, si j'ose dire, pendant l'époque où on imagine que c'était une sorte de sentinelle, explique à mon avis la rapidité avec laquelle il a abjuré tranquillement toute forme de républicanisme aujourd'hui au profit de confusion ou d'amalgame délirant, c'est-à-dire qu'il met Charlie Hebdo et Valeurs Actuelles dans le même panier, il défile avec des islamistes, il ne se lève pas quand Salman Rushdie est poignardé, c'est un homme qui aujourd'hui, puis il promeut des candidats comme Taha Bouafs ou David Guiraud qui sont très exactement des soutiens, les soutiens des islamistes, les facilitateurs de leur discours. On ne peut pas parler de République ici, on ne peut plus parler de République ici. Non, ceux qui sont surpris par la rapidité de la mutation de Jean-Luc Mélenchon devraient se pencher un peu sur le passé de Jean-Luc Mélenchon et s'apercevoir qu'il n'est pas si glorieux que ça. Il n'est pas si républicainement glorieux que ça. On a voulu penser que Mélenchon a été une grande figure républicaine quand il a cessé de l'être. Je n'y crois pas. Et en réalité, je me suis penché sur l'ancien Mélenchon, figure familière depuis des décennies. L'ancien Mélenchon, si vous voulez, à part le jour où il a appelé à voter Chirac, prenant le contre-pied de ce qu'il a fait 20 ans plus tard, Mélenchon n'a jamais été vraiment exemplaire de ce point de vue, je trouve. C'est une bonne transition pour la deuxième thématique qu'on souhaite aborder, de votre dernier livre, Krasnaïa, qui est une sorte de satire politique, une forme moderne de la ferme des animaux de George Orwell. Déjà, pourquoi on choisit la forme de la satire? On pourrait aussi faire un essai où on nomme précisément les gens et on dit simplement il se passe ça et ça. Pourquoi est-ce que la satire Parce qu'on les voit plus quand on les incarne que quand on les nomme, les gens. Que vous les nommez, bon, ce que vous mettez derrière un nom, vous mettez d'une certaine manière ce que vous avez envie d'y mettre. Quand vous les incarnez, quand vous en faites des animaux, d'abord vous les voyez plus parce que si vous ne dites pas que c'est eux, on se dit qu'ils leur ressemblent. Si vous dites que c'est eux, on va se dire qu'ils ne leur ressemblent pas tout à fait. Donc l'idée était de les représenter en animaux sans dire que c'est eux. Et puis l'idée aussi, c'était en passant par l'animalité, par la figure, en employant cette méthode, la méthode orwellienne, l'idée était aussi d'éterniser d'une certaine manière les positions politiques. Parce que
François Hollande, Emmanuel Macron, Mélenchon, Marine Le Pen, etc., ce sont des individus, mais ce sont aussi des figures du caractère politique, c'est-à-dire que ça fait des siècles que Jean-Luc Mélenchon existe. Ça fait des siècles, d'une certaine manière, qu'Emmanuel Macron existe ou que Marine Le Pen existe. Ce sont des figures antiques dont les incarnations varient. En faire des animaux permet à la fois, pour rigoler, de rappeler que c'est eux, et en même temps d'en faire des figures qui transcendent la simple époque dont on parle. Dans La ferme des animaux, Orwell, il voulait dénoncer le stalinisme et il faisait appel aux animaux pour le faire. Vous faites la même chose aujourd'hui et une question vient quand on lit le texte. Pourquoi avoir choisi ces animaux-là? Est-ce que c'est en fonction des caractères des politiciens que vous identifiez ou c'est un peu le hasard? Orwell s'en prenait à une dictature. C'est pas seulement le stalinisme, c'est l'Union soviétique. Alors il décrit la victoire de Staline sur Trotsky, etc., Napoléon qui l'emporte sur boule de neige et tout, c'est génial. Mais quand vous lisez Orwell, en fait, vous avez un double effet. C'est-à-dire que vous pouvez le lire à 9 ans, comme un truc marrant où des animaux prennent le pouvoir dans une ferme et essaient de vivre après. Et vous pouvez le lire à 15 ans ou 12 ans, comme ce que c'est-à-dire une parodie de l'Union soviétique. Et je voulais faire la même chose, je voulais qu'il y ait un double effet, je voulais qu'on puisse lire l'histoire que j'écrivais à la fois comme un récit d'animaux marrants, et dans le même temps comme ce que c'était, c'est-à-dire une parodie, non pas de la dictature, mais de la démocratie, ou de l'hyper-démocratie, c'est-à-dire d'une démocratie où la liberté n'a plus de contrepoint, n'a plus d'adversaire. Ce que je ne savais pas en écrivant ce livre, moi je décris le monde de la fin de l'histoire, c'est-à-dire je décris un monde où les individus sont libres, mais où ils ne savent plus où aller. Où ils sont libres, mais où ils n'ont pas d'autre but finalement que le maintien de leur propre liberté, ou bien la dénonciation du sentiment qu'ils peuvent avoir, à tort bien souvent, de n'être pas libres. Je décris la façon dont le sentiment que la liberté dont on dispose est insuffisante produit de la tyrannie. C'est ça que j'ai voulu raconter. Le faire à travers des animaux il y a plusieurs vertus. D'abord, vous faites ce que vous voulez. Vous êtes libre. Vous pouvez montrer de la drogue, de la fornication, du truc, du machin, etc. On ne vous reprochera rien du tout, donc il y a une liberté totale, vraiment. Il n'y a pas de diffamation possible. Ah non, il n'y a pas de diffamation possible. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de... Voilà, et puis, ce qui est intéressant, c'est que quand vous prenez des animaux, les humains, les individus, sont nantis d'un caractère qu'on ne peut pas déduire, à de rares exceptions près, de leur appartenance ou de leur sociologie, etc. Les animaux, si. C'est-à-dire qu'on peut théoriser la façon dont pensent les herbivores, comme on peut théoriser la façon dont pensent les carnivores. Ce qui me permettait d'incarner les idéologies elles-mêmes. C'est-à-dire, pour parler d'une idéologie, il me suffisait de reprendre une disposition de l'éthos animal herbivore. Tout simplement. Donc on a un accès plus rapide en fait à des aspects idéologiques. Les gens changent, comment dire, les gens sont attachés à ce qu'ils pensent autant qu'ils sont attachés à ce qu'ils mangent. Et donc parler d'animaux, c'était d'une certaine manière donner à ce qu'on croit ou à ce qu'on veut penser la force presque d'une contrainte alimentaire. Et puis parler d'animaux, c'est aussi, outre évidemment vous surmontez la censure, c'est aussi décrire des mécanismes, vous décrivez plus spontanément, des mécanismes. Les mécanismes que vous décrivez sont moins pollués ou parasités par l'irruption soudaine du libre arbitre au sein de la nature, donc vous décrivez des mécanismes, donc il est plus aisé de pointer des mouvements de foule quand vous parlez d'animaux que quand vous parlez d'humains. Et dans l'ouvrage, quand on le lit, on a parfois l'impression que vous pointez, enfin vous dites que les libertés sont menacées par des gens qui ont l'impression de les préserver. Donc c'est un peu ce qui ressort. Comment vous pouvez l'expliquer? D'abord, on peut se le représenter très concrètement sur n'importe quel réseau social. Twitter, par exemple, qui est celui que je connais le mieux, c'est un monde où la célébration de la liberté est sans cesse assortie de la censure. La célébration de la liberté est sans cesse assortie de la tentative de taire l'opinion dissidente. C'est même fascinant de voir comme ces deux mouvements sont simultanés en réalité. Concrètement, par exemple concrètement, c'est ce que Tocqueville appelle la tyrannie de la majorité. Il le décrivait dans les foules, mais en réalité, il a décrit, sans le savoir, le phénomène des réseaux sociaux. En démocratie, le maître ne dit plus « vous penserez comme moi ou vous mourrez ». Non, il dit « vous êtes libre de penser comme vous-même ». Tout vous reste, pas de problème, mais de ce jour, vous n'êtes plus un humain.
vous êtes un étranger parmi nous. C'est-à-dire la censure par l'ostracisme, par la cancellation, par l'annulation des individus, par le refus de les entendre. Ce désir-là, qui est parfaitement compatible avec ce que la loi permet, qui ne relève pas de la diffamation ni de l'insulte. Ce désir-là, cette façon de faire, cette façon de taire, c'est le fait de silencer les gens. Il manque ce verbe en français. Cette façon de silencer les opinions dissidentes est exactement un processus de censure. C'est exactement un processus de censure qui se vit lui-même comme une liberté. Et là, d'une certaine manière, on peut pas faire grand-chose contre une censure qui se vit comme une liberté. Et donc auparavant, on combattait quelqu'un qui pensait autrement que nous par des arguments en essayant de nous C'est-à-dire que imposer. en fait, il y a un outil marxiste qui a été forgé au XIXe siècle, qui est un outil formidable, qui consiste à rappeler aux individus que nos opinions ne sont jamais vierges. Vos opinions, les miennes, ne sont jamais vierges, elles sont le résultat d'un rapport de force. Elles sont le résultat d'une sociologie, elles sont le résultat d'une appartenance, elles sont le résultat de beaucoup de choses. Vos opinions, nos opinions, l'opinion de chacun n'est pas le bon vouloir de son libre arbitre. Non, 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 non. L'opinion de chacun est le résultat d'un rapport de force qu'on a ensuite interprété comme un choix. Et c'est la grande découverte de Spinoza, c'est la grande découverte de Marx, c'est Marx prolonge ça dans son sillage, Freud lui-même, Nietzsche aussi. Mais Marx forge un outil au XIXe siècle qui est formidable, qui permet de renoncer à l'idéal d'une objectivité alors qu'on a un corps. Raymond Aron lui-même s'en souvient en disant « Je suis un spectateur engagé. J'ai beau vouloir penser la rationalité dans les phénomènes, je suis moi-même juif, historien, philosophe et sociologue, lecteur à l'école normale. Je suis situé ici et maintenant dans un temps particulier, donc j'ai un pied dans le présent et un pied dans l'éternité, et c'est comme ça, et c'est le spectateur engagé. » Marx est donc le premier à montrer que nos opinions sont culturellement, structurellement déterminées par des tas de choses. Mais au XXIe siècle, à l'ère des réseaux sociaux, on a dévoyé cet outil. C'est-à-dire que l'outil qui nous permettait de comprendre, l'outil libératoire qui nous permettait de comprendre que ça n'est pas librement qu'on pense ce qu'on pense, mais qu'on est toujours déterminé à penser comme on le fait, cet outil est désormais employé à disqualifier a priori toute parole selon l'appartenance présumée de celui qui parle. C'est-à-dire que d'un outil qui vous montrait que vos opinions étaient déterminées par vos appartenances, ce qui était utile, ce qui est toujours utile dans une vie, toujours important de le comprendre, on a fait aujourd'hui une machine à neutraliser le discours à la seconde où le discours disconvient. Ah, mais il dit ça, mais c'est un mâle blanc, donc on n'en a rien à foutre. Ou inversement, il dit ça, mais c'est un musulman, donc on s'en fout, etc., etc. C'est-à-dire à ce racisme-là, qui consiste à indexer l'opinion de quelqu'un sur l'identité qu'on lui a attribuée. L'idée selon laquelle nos opinions sont le fait de notre identité est une idée féconde. Mais la réduction de ce qu'on pense à ce qu'on est c'est du napalm contre le débat. Et c'est à ça qu'on est confronté aujourd'hui. Et cet exemple est intéressant parce que ça sous-entend aussi qu'on a avant tout des ennemis intérieurs dans les démocraties. On n'est plus tellement mis en danger de l'extérieur par les gens à l'interne qui utilisent la tolérance démocratique. Ah, c'est qu'il y a deux cas de figure pour une démocratie. Soit elle est menacée, soit elle ne l'est pas. Et nous sommes les contemporains des deux moments. C'est ça qui était étonnant. On l'avait un peu oublié la deuxième. Mais oui, nous avons vécu l'invasion de l'Ukraine, et avant elle peut-être la guerre en Yougoslavie, mais plus l'invasion de l'Ukraine pour des raisons évidentes, a mis un terme au sentiment que l'histoire était finie en Europe. Très clairement, c'est-à-dire a mis un terme à cette idée-là. Mais il n'y a pas 6 mois, nous vivions encore l'idée que c'était un continent dont la plus grande difficulté était de désirer la liberté qu'il avait conquise. C'est pour ça, si vous voulez, la figure idéale pour une démocratie qui n'a pas d'adversité, qui n'a pas d'adversaire, c'est Sisyphe. C'est-à-dire, c'est la figure de celui qui trouve, c'est Sisyphe de Camus, c'est la capacité à vouloir, un, ce qui nous est imposé, et deux, à vouloir ce qu'on fait avec obstination dans les limites de ce qu'on est. C'est comme ça que Sisyphe s'en sort. Il continue de pousser le caillou, mais il trouve ça bien. Une démocratie qui est menacée par une armée hostile ou par une façon d'envisager la civilisation qui considère que la démocratie en elle-même, la démocratie à l'occidentale est un danger, etc., etc. Ce retour de manichéisme a une vertu objective, c'est que soudain,
il rend la liberté désirable. C'est la raison pour laquelle on voit dans le camp des adversaires de la Russie des gens qui vont des plus libéraux, des plus républicains, à des gens qui, dans le sillage de Yannick Jadot, étaient tout prêts à adhérer à d'autres positions, des positions beaucoup plus radicales, parce que la défense de la liberté, mais range dans la même tranchée la totalité des gens pour qui elle est menacée. C'est-à-dire des tas de gens qui se disputeraient entre eux s'il n'y avait pas Poutine, sont soudain dans la même tranchée parce qu'il y a plus urgent. Une liberté est plus facile à défendre qu'à maintenir. Absolument. Et sur ces belles paroles, on passera à la dernière question qu'on pose toujours à nos invités. C'est quel livre vous a marqué en lien avec la liberté, de manière directe ou indirecte, et pourquoi? Il y en a tellement. C'est vrai que sélectionner un seul, il y en a c'est engageant. Il y en a tellement. Écoutez, celui qui m'a... Les deux qui m'ont le plus marqué, c'est le même auteur. Ces deux livres et le même auteur, c'est La démocratie en Amérique et l'Ancien Régime et la Révolution. Pour des raisons différentes d'ailleurs. Donc de Tocqueville. De Tocqueville, Alexis de Tocqueville. La démocratie en Amérique parce que, d'abord on y trouve le portrait d'un monde qui s'ennuie déjà. C'est-à-dire qu'il saisit la démocratie à sa naissance et il termine son livre sur l'idée qu'en démocratie on s'emmerde. Ce qui est une idée extraordinaire. Parce que c'est le pire ennemi de la démocratie, c'est l'ennui. Ce que l'ennui produit en termes de désir de croire qu'on vit en dictature, désir de croire qu'on augmente la liberté en instaurant de la ségrégation inversée, etc., etc. Ce désir-là, tout ça peut être indexé sur l'ennui démocratique, c'est-à-dire le sentiment d'être libre sans savoir où on va. Et Tocqueville décrit une démocratie à sa naissance et il saisit dans la démocratie qu'il décrit à sa naissance les linéaments de l'ennui que nous vivons aujourd'hui. C'est la fin de la démocratie en Amérique, c'est sublime. Pour cette raison-là, entre autres. Et puis, c'est le premier, à ma connaissance, à penser la nécessité de l'intermédiation comme condition de la liberté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de liberté sans occupation de l'espace public entre les gouvernants et les gouvernés. C'est le premier à penser ça. C'est le premier. Personne n'a pensé avec une telle éloquence, en tout cas, le fait qu'on augmentait la liberté quand on s'engageait dans la presse, les journaux, les syndicats, les associations, les réseaux sociaux, peu importe, si vous voulez. Que c'est augmenter la liberté que d'augmenter le débat. D'avoir une société civile active. Une société civile active, il n'y a pas de liberté sans société civile active. Il n'y a pas de liberté, elle ne vit pas. Toujours plus d'individus, toujours plus d'États. L'un ne décroîtra pas sans que l'autre recule. D'avoir solidarisé l'individualisme et la tyrannie chez un libéral, c'est admirable. Et ça, c'est la démocratie en Amérique. Et quant à l'Ancien Régime et la Révolution, si vous voulez, l'idée, moi, selon laquelle, en somme, nous avons voulu penser qu'il y avait une solution de continuité entre l'Ancien Régime et la Révolution, que ceci était une illusion, c'est-à-dire l'illusion de la table rase en histoire, l'illusion du grand recommencement. Et ce qu'une telle illusion peut avoir de dangereux, c'est formidable. Il y a même un usage progressiste de la pensée de Tocqueville, c'est très intéressant. Par exemple, Tocqueville repère dans la constitution des syndicats l'écho, en somme, des corporations de l'Ancien Régime. Il repère dans la centralité, dans le jacobinisme de l'État révolutionnaire, un écho de la centralité royale. Il est celui qui pointe des continuités là où l'on imaginait des ruptures. Il est celui qui montre à celui qui prétend rompre avec le passé qu'en réalité, il en est tributaire au carré. Et cette idée-là est formidable. L'idée selon laquelle on est deux fois tributaire du passé avec lequel on a prétendu rompre, et la rapidité avec laquelle on reproduit le dispositif qu'on a prétendu abolir, ça, ce sont des trouvailles de Tocqueville. Et je vous dis ça indépendamment de ses prédictions. C'est le premier à avoir dit que quand on défendait simultanément la liberté de la presse et l'offense, c'était le propre des nations exténuées qui faisaient cohabiter des principes contraires. C'est le premier à avoir prédit la guerre froide. C'est le premier. Bon, Tocqueville est un génie, mais l'idée que la liberté dépend de l'engagement dans l'espace public et l'idée que on est plus libre quand on sait ce qui nous détermine, quand on sait d'où on vient, que quand on croit faire du passé table rase, ces deux idées-là, qui n'ont rien de conservateur, me paraissent décisives. On vous encourage à lire Tocqueville, mais aussi oui. les nouveaux livres de M. Enthoven. Et merci pour cet entretien, merci pour le temps et une bonne journée à tout le monde. Merci. Pour manquer aucun de nos contenus, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Pour infuser la liberté, n'hésitez pas à partager nos vidéos autour de vous.